Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me mettre un petit message dans l'onglet questions ou dans le chat. Juste une petite info, Cédric, là on est sur l'écran de contrôle, donc on voit le slide suivant. Ouais. Je pense que ouais. Parfait. Nickel. Donc ce soir, nous accueillons Cédric Prignon, inspecteur du CCS Luxembourg à l'ADEPS. Il est également le référent du subside ASL, donc l'action sportive locale, pour la fédération de hockey, donc pour nous. Et ce soir, il va vous présenter donc ce subside, toutes les infos pratiques, les modalités pratiques, les conditions, le timing, comment remplir un dossier. Et il va également vous montrer assez vite fait la plateforme subside. C'est une nouvelle plateforme là où vous devez rentrer toutes vos demandes de subvention pour la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc merci Cédric pour ta présence ce soir et je te laisse la parole. Voilà, merci. Mais tout d'abord, bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour présenter les subventions ADEPS pour l'action sportive locale. Donc moi, en deux mots, je suis inspecteur donc, au centre de conseil du sport pour la province du Luxembourg, donc ce qu'on appelle en abréviation CCS. Donc je sais que tout le monde ne connaît pas forcément ce qu'est un CCS. Donc je propose pour commencer de vous montrer une petite vidéo de présentation de nos services. Voilà. Je vais essayer de passer à la slide suivante. Voilà, donc une petite vidéo qui va durer 2 minutes. Voilà, j'espère que... Je te coupe 2 minutes parce que je vais donner une information, désolé. Vous pouvez me poser vos questions comme d'habitude dans l'onglet questions par écrit et je les rassemblerai. Donc, je couperai Cédric pendant sa présentation pour les poser. Mais vous pouvez aussi, comme d'habitude, lever la main. Donc, dans votre barre d'outils, à droite ou à gauche, il y a une petite main sur laquelle vous pouvez cliquer et alors je peux vous donner la parole à distance. Vous pouvez poser vos questions en live directement à Cédric. Voilà, Cédric, je te laisse la parole, désolé. Voilà, donc comme vous avez pu voir sur la petite vidéo, vous avez un centre de conseil du sport au moins dans chaque province. La petite particularité, c'est que dans le Hainaut, il y en a 2. Il y en a un à l'Overval et un à Mons. Donc, suivant votre situation géographique, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à contacter les centres de conseil du sport. À la fin, je vous montrerai sur le site de l'ADEPS où vous pouvez retrouver
donc toutes les coordonnées. Donc voilà, donc pour introduire les subventions de l'action sportive locale, donc en fait, il faut savoir qu'avant 2019, on avait toute une série de subventions qui existaient à l'ADEPS. Et puis c'était vraiment un casse-tête. Une fois c'était pour des stages, une fois c'était pour du recrutement, une fois c'était pour les écoles, etc. Donc il n'y avait pas, je vais dire, de fil conducteur pour tous ces types de subsides. Donc on a décidé de scratcher donc tous ces subsides. Donc tout ce qui était sport pour tous devait être connu, programme d'éléments sportifs, camp sportif, été jeunesse, été sport, mon club, mon école, sport de quartier, etc. Donc tout ça n'existe plus. Et depuis le 1er janvier 2019, on a mis en place ce type de subvention que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ce que je propose à partir de la slide suivante, c'est qu'après chaque slide, vous pouvez éventuellement poser des questions. Comme ça, si on est un peu trop loin dans la présentation, vous n'oubliez pas de les poser. Donc c'est très important dans notre subside, on a 4 mots-clés essentiels qui vont revenir tout au long de cette présentation. Ce sont les modules, les programmes sportifs, les cas d'intervention et les orientations prioritaires. Alors, un module, c'est quoi? Donc, comme vous pouvez le lire, c'est une action ponctuelle. Qu'est-ce que ça peut être comme action ponctuelle? Ça peut être un stage, ça peut être une activité dans les écoles, ça peut être une activité de recrutement en début de saison, ça peut être, par exemple, une activité en commun avec d'autres clubs pour partager des bonnes pratiques ou mettre à disposition les mêmes entraîneurs pour les mêmes équipes. Enfin, voilà, donc c'est vraiment une action ponctuelle, un module. Un programme sportif, c'est une politique sportive globale cohérente et coordonnée. Ça veut dire qu'un programme sportif, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce programme? On peut y retrouver un ensemble de modules. C'est ce qui va constituer le programme sportif. Et ce programme sportif va être cohérent dans la présentation de ce programme. Donc, ça veut dire que vous allez, par exemple, détailler dedans ce qui va s'y retrouver. Donc, on imagine que le programme sportif, c'est une toute grosse boîte. Sur votre boîte, vous notez tout ce qui se trouve dans cette grosse boîte. Et à l'intérieur de cette grosse boîte, vous avez différentes petites boîtes, et ce sont les modules. Et à chaque fois, sur votre petite boîte, vous indiquez ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver sur un programme sportif? On pourrait retrouver, par exemple, 10 actions de type stage, 3 actions dans les écoles, et 2 actions, par exemple, basées sur plutôt le haut niveau. Et ça constitue votre programme sportif. Ensuite, on a un cadre d'intervention. Ça, c'est l'objectif, le cadre d'intervention. Donc, imaginons, je fais un module, et ce module, je dois y mettre un cadre d'intervention. Donc, vous verrez plus tard, il y a différents cadres d'intervention, comme de l'initiation, du perfectionnement, de la découverte, ou plutôt de type haut niveau. Et donc, ça, c'est vraiment l'objectif de votre module. Et puis, le dernier mot-clé important, c'est les orientations prioritaires 2021 qui sont fixées par le gouvernement. Donc, ce sont des orientations que la ministre met en place, essaie de mettre en avant, que vous pouvez essayer, vous, de développer dans vos différents modules. Donc, j'y reviendrai aussi aux orientations prioritaires pour 2000. Ici, oui, c'est un slide de 2021, mais pour 2022, normalement, ça ne devrait pas changer par rapport à 2021. Il y a 5 orientations prioritaires, comme notamment le sport féminin, le sport aîné, etc. Mais ça, on y reviendra. Donc, je résume une dernière fois. Un programme sportif, c'est un programme cohérent où on y retrouve des modules qui sont des activités. Dans ces modules, on y retrouve les différents cadres d'intervention suivant ce que vous voulez mettre dans vos modules. Et puis, vous pouvez introduire dans ces modules des orientations prioritaires qui sont fixées par la ministre tous les ans. Voilà, donc j'en termine avec ce slide. Donc si quelqu'un a peut-être des questions, n'hésitez pas. Comme ça, on peut directement passer aux questions-réponses. Pas de questions pour l'instant, Cédric, donc tu peux continuer. Pas de questions. Alors, je reviens donc sur les modules et les programmes. Donc, je vous avais dit que les modules, c'était un type d'activité.
Et dans un module, en fait, on peut organiser un maximum de 25 heures. Voilà, pour développer sa politique de sport générale. Donc, si vous, imaginons vous faites un stage au mois de juillet, par exemple, ben, si vous faites 9h midi et 13h 16h, bon, ça fait 6 heures par jour. Si on multiplie par 5 jours, ça fait 30 heures, mais nous, on ne prendra en compte que 25 heures maximum. Et au niveau des heures minimum, c'est 2 heures. Donc, un module peut être compris entre 2 heures et 25 heures. On peut faire plus que 2 heures, on peut faire moins que 25 heures. Et donc, toujours, ce module va vous servir de plus-value. C'est vraiment des activités de plus-value par rapport au fonctionnement habituel de vos activités. Ce qu'on ne va pas prendre, par exemple, c'est vous recommencez la saison en septembre, imaginons, ben, vous ne pouvez pas remettre un module reprise de saison. Non, ça on ne prend pas parce que c'est une activité habituelle de votre club. Nous, on va reprendre des activités, des modules qui apportent une plus-value. Donc nous, ici, on considère qu'un stage va vous apporter une plus-value. Une activité dans une école pour du recrutement ou autre, voilà, c'est en dehors des activités classiques, de vos horaires d'entraînement classiques. Dans le programme sportif, on peut retrouver minimum 2 modules et on peut aller jusqu'à maximum 15 modules. Vous voyez, et donc dans un programme sportif, on peut le commencer, enfin il peut avoir une période de 6 mois par exemple, il peut avoir une période d'1 an et demi. Par contre, on peut remettre qu'un programme sportif une fois par an. Donc ça, c'est un petit peu une subtilité qui est un petit peu plus compliquée à comprendre, mais pour pas, ici, si vous n'avez jamais remis de programme sportif, il faut savoir que si vous introduisez un programme, vous pouvez vous baser sur par exemple, une saison de hockey. Je ne sais pas exactement quand commence votre saison, ça commence en septembre. Ben, vous pouvez commencer du 1er septembre, par exemple, de cette année 2022, ou par exemple le 1er juillet avec la préparation physique. Et ça peut aller jusque soit le 31 août si vous avez commencé au 1er septembre, ou si vous avez commencé au 1er juillet, ça va jusqu'au 30 juin de l'année 2023. Et dans ce programme, vous pouvez, comme je l'ai dit, remplir soit 2 modules minimum, jusque 15 modules maximum. Donc faites le calcul, si vous faites 15 modules de 25 heures, ça veut dire 15 activités de 25 heures. Donc on peut déjà quand même subventionner pas mal d'activités. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, toujours pas de questions, Cédric. Toujours pas de questions. Alors, les cadres d'intervention. Donc, je vous ai dit, chaque module doit correspondre à un cadre d'intervention. Ici, vous voyez, nous avons 4 cadres d'intervention. 1, 2, 3 et 4. Le cadre 1 correspond à une activité de type animation-promotion, le cadre 2 de type initiation, le cadre 3 de type perfectionnement et le cadre 4 de type entraînement. Donc, éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans un cadre 1? Là, par exemple, vous êtes en fin de saison ou en début de saison et vous voulez organiser une petite journée porte ouverte dans votre club pour essayer de faire de l'animation, de la promotion, essayer de recruter des nouveaux membres. Mais vous pouvez remettre un module en cadre d'intervention 1. Et vous le verrez plus tard, chaque cadre d'intervention doit être encadré par un moniteur bien spécifique. Vous verrez plus loin dans la présentation qu'il y a un tableau de résumé. Vous verrez que voilà, les cadres 1 doivent être obligatoirement encadrés par tel type de moniteur, cadre 2 tel type de moniteur, etc. Donc le cadre 1, ça pourrait être par exemple de la découverte ou alors une activité, un stage, par exemple avec des U8. On sait qu'on n'est pas encore tout à fait dans l'initiation, ça pourrait être de l'animation et de la promotion avec un stage de U8 par exemple. Dans du cadre 2, de l'initiation simple, un stage par exemple avec des U10, U12 ou même avec un groupe d'adultes débutants, ça pourrait être une activité d'initiation, etc. Cadre 3, on est dans le perfectionnement. Là, ça pourrait être aussi une activité avec, imaginons, des ados de votre club, des U16,
qui ont déjà un niveau qui est quand même correct, vous pourriez organiser une activité de type perfectionnement. Et quand on arrive au cadre 4, ici, on parle nous d'entraînement, c'est vraiment optimaliser l'entraînement et on arrive déjà à un niveau qui est au-dessus du perfectionnement évidemment, mais qui arrive presque sur des équipes de haut niveau, donc qui joueraient éventuellement dans le championnat le plus relevé de leur catégorie. Donc voilà les 4 types d'interventions qui doivent être définis pour chaque module. D'accord? Donc, si vous avez, par exemple, dans un programme 15 modules, vous pourriez très bien avoir 3 modules d'intervention 1, 4 de 2, 3 de 3 et puis 1 de 4, par exemple. Ça pourrait être vraiment panaché. Du moment que dans votre programme sportif, vous détaillez bien tout ce qui va s'y trouver, tous les différents modules avec les différents cadres d'intervention. Des questions? Oui, il y a des questions, il y en a 2 précisément, et je vais les poser l'une à la suite de l'autre parce qu'elles sont liées. Il y a Régis Dumont de la Razan, donc à Woluwe-Saint-Lambert, qui demande plus de précision sur ce que c'est une activité exceptionnelle qui peut être subventionnée, donc par rapport à l'activité normale. Gorka Aguirre, donc je vais dire la deuxième question parce qu'elle est liée. Donc Gorka Aguirre de Louvain-la-Neuve qui demande si un événement, donc un tournoi de fin d'année par exemple, peut être considéré comme ce type d'activité subventionnée, type animation, promotion par exemple. Voilà. Donc alors tout ce qui est compétition ou match de promotion, etc., ça on ne va pas subventionner. Ça c'est une chose. Par contre, si vous organisez un stage, imaginons un stage de 5 jours, et puis que le dernier jour, vous décidez de faire un petit tournoi qui est lié au stage, là on va l'accepter parce que le tournoi sera lié à une finalité. Donc il y a eu stage pendant 4 jours et la finalité, c'est le petit tournoi. Mais un tournoi isolé ou un match ou une compétition ou autre, ça, on ne subventionnera pas. Alors, j'entendais que, Christophe, que tu parlais d'activités, comment c'était exactement le terme? Animation, promotion, mais ici j'ai une autre question qui est également liée. Donc c'est par exemple, peut-on subventionner chaque année des après-midi d'initiation, par exemple? Il y a des clubs qui organisent parfois des après-midi où chaque membre, enfin chaque enfant peut inviter un ami à venir essayer le hockey, par exemple. Ils organisent des activités spéciales à ce niveau-là ou d'autres types d'initiation. Mais est-ce que ce type d'activité, alors, même s'il organise chaque année une fois, par exemple, et peut-être avec des formules différentes d'année en année, est-ce que ce type d'activité pourrait rentrer dans le cadre? Voilà, donc ici, ce type d'activité apporte clairement une plus-value à votre club. Si vous organisez, par exemple, quelques mercredis comme ça pendant la saison en disant, ben voilà, l'objectif c'est de recruter et que la façon de recruter, c'est pendant un entraînement, c'est de dire, viens avec un ami et on chargera de cet ami-là pendant cette journée. Donc ici, ça amène clairement une plus-value. Parce qu'il y a cette valeur ajoutée de l'enfant ou l'ado amène quelqu'un qui ne pratique pas du hockey et c'est dans l'optique de l'affilier. Mais, je le répète, on ne subventionne pas une activité de type entraînement. Si par exemple, les autres mercredis, c'est entraînement classique avec les mêmes enfants à chaque fois tous les mercredis, ça on ne va pas subventionner. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va apporter une plus-value au club en dehors des activités habituelles. Alors, j'avais une dernière question. Donc, Michael Hansroul qui demande si le cadre 4 peut-il intégrer un stage de hockey à l'étranger pour l'équipe première, donc en préparation d'une saison. Alors, c'est possible de faire un stage à l'étranger, sauf qu'il faut bien spécifier que ce cadre 4, vous allez le faire à l'étranger parce que je vais parler de région wallonne, même si l'ADEPS fait partie de la communauté française, mais si en région wallonne, vous pouvez prouver que vous ne pouvez pas faire ce stage-là, que le fait de le faire à l'étranger va vous apporter également aussi une réelle plus-value. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme réelle plus-value? Eh bien, ça serait par exemple, pendant ce stage, rencontrer une équipe d'un niveau supérieur ou une équipe internationale ou autre, etc. Donc là, oui, éventuellement, on pourrait l'accepter. Donc, ce que j'insiste aussi, c'est que ici, dans le cadre 4, uniquement dans le cadre 4, on peut faire un stage à l'étranger, du moment que ça amène une plus-value et que vous pouvez le prouver. Mais vous devez sinon, dans les autres cadres, rester obligatoirement
sur le territoire de la région wallonne. J'insiste bien la région wallonne parce que dans la région wallonne, on comprend la communauté germanophone. Donc, par exemple, si vous voulez faire un stage à Anvers, malheureusement, on ne le prendra pas en compte. On ne le prendra pas en compte. Donc, ça doit rester sur le territoire de la région wallonne. Mais éventuellement, en cadre 4, on peut, au cas par cas, et si c'est bien motivé, et ça, je vous conseille d'en discuter avec l'inspecteur de votre province avant d'introduire le dossier, c'est de voir si vous pouvez faire un stage uniquement en cadre 4 à l'étranger. Super, pas de questions supplémentaires pour l'instant. Ok, donc je passe à la slide suivante. Voilà, donc ici vous avez, donc je parlais d'orientation prioritaire, donc ce sont des activités qui apportent, je vais dire, un plus sur votre programme. Donc ici ce sont les orientations prioritaires 2021, mais il y en a une qui s'était rajoutée, malheureusement je ne l'ai pas sur la slide, mais je vous en toucherai quand même un mot. Donc ici vous avez différentes orientations prioritaires. Donc il y a la promotion des jeunes fragilisés en partenariat avec un milieu associatif non sportif. Donc, imaginons si vous voulez organiser un stage avec, en collaboration avec un CPS et le stage éventuellement gratuit ou avec un prix vraiment modique pour ce stage, ben voilà, vous pouvez organiser ce type d'activité. Il y a le développement du sport féminin, donc en particulier pour les filles de plus de 14 ans et les jeunes mamans. Donc là, vous pouvez organiser de nouveau des stages ou alors la création d'équipes. Vous voulez créer une équipe féminine dans votre club, mais vous pouvez remettre des dossiers de subsides également. Il y a également l'intégration d'activités adaptées. Donc, si vous voulez créer une section, par exemple, handisport, ben, c'est possible de remettre des dossiers également pour ça. Les aînés, éventuellement, aussi, pareil. Et alors, la 5e orientation prioritaire, ce sont les ados. Donc, voilà. Donc, souvent, enfin, régulièrement, ce ne sont pas les clubs qui remettent des orientations prioritaires dans les dossiers de subsides. Mais par contre, les centres sportifs locaux qui sont subventionnés par la communauté française, donc par la DEPS, eux, ils ne peuvent remettre des dossiers de subsides que uniquement en orientation prioritaire. Que vous, club, par exemple, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le faites, ben voilà, ça apporte peut-être une plus-value à votre programme. Mais vous, en tout cas, vous n'êtes pas soumis à ce type d'orientation prioritaire. Une commune, par exemple, si elle remet 6 dossiers de subsides, ben, un tiers de ces dossiers doit être obligatoirement en orientation prioritaire. Donc, il y a vraiment que les communes et les centres sportifs locaux qui sont obligés de remettre des orientations prioritaires, mais pas les clubs. Voilà, peut-être une question sur ce slide. Peut-être juste une précision. À partir de quel âge est-ce qu'on peut considérer une personne comme aînée? Est-ce qu'il y a un âge officiel pour la DEPS ou c'est le cas par cas? Nous, à partir de 50 ans, on accepte aîné. Donc, c'est quand même assez, je veux dire, assez jeune. Mais voilà, aîné, pour nous, c'est à partir de 50 ans. Ok, alors une autre question. Certains clubs chez nous ont une section Hockey Together, donc qui est du para-hockey pour des jeunes handicapés. Si ces clubs qui ont une section, donc qui organisent chaque année des activités, des entraînements pour ces jeunes-là, est-ce que ce type d'entraînement peut rentrer dans ce subside ou est-ce que puisqu'ils ont une section para-hockey, ça doit encore être plus spécifique? Alors, si une section de hockey handisport existe déjà, on va considérer que les entraînements qui sont donnés sont de nature récurrente, donc activité habituelle du club. D'accord? Donc ça, on ne va pas subventionner. Par contre, tout ce qui est à côté, des activités de plus-value, de recrutement, d'animation, de promotion, ça peut être accepté. Si ils veulent faire un stage, ça, on peut accepter. Mais si une section existe déjà, on ne peut pas l'accepter. Par contre, si un club veut créer une section Hockey Together, là, on pourrait accepter des modules, par exemple, qui commencent. On pourrait éventuellement accepter 2 modules de 25 heures. Donc, un module qui partirait de septembre à décembre et un autre module de janvier à avril-mai, par exemple. Ça fait plus ou moins 2 fois 25 heures, donc 50 heures. Et donc, ça permettrait de faire des modules pour créer cette nouvelle section. Après, on considère qu'à partir de la 2e année,
si la section fonctionne, ça fait partie des entraînements classiques du club. Et donc, à ce moment-là, on ne les prend plus en compte. Mais pour développer une nouvelle activité, on peut prendre en compte. Ça pourrait être pareil pour le sport féminin. Vous n'avez pas d'équipe féminine, vous voulez créer une équipe féminine, eh bien, on pourrait accepter des dossiers sport féminin, etc. Ça pourrait être tout à fait accepté. Parfait, merci. Alors ici, je vais aller un petit peu plus vite. Ce sont les bénéficiaires qui peuvent bénéficier justement des conditions de subvention chez nous. Donc ici, dans votre cas, ce sont les fédérations sportives qui sont reconnues par les fédérations et les clubs qui sont reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ici, toi plutôt, Christophe, en tant que fédération, nous, on peut subventionner différentes activités chez vous, sauf ce qui est à l'intérieur du plan programme. Mais ça, je ne vais pas rentrer en détail pour vous embrouiller. Donc vous, ici, vraiment, parce que ici, c'est quand je fais une présentation où il y a différents publics. Donc voilà, c'est vraiment pour insister sur qui peut remettre une demande de subside. Donc fédération ici et club dans votre cas. Alors voilà, pour info, un centre sportif local qui est subventionné par la communauté française peut remettre des dossiers de subsides, mais uniquement en orientation prioritaire, comme je l'ai dit. Et les administrations communales ou ASBL communales, eux, ils peuvent remettre des dossiers aussi, mais un tiers doivent être en orientation prioritaire. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Peut-être que quelqu'un travaille peut-être dans une commune ou un centre sportif et qui serait intéressé d'avoir cette information. Donc voilà. Il n'y a pas de questions spécifiques pour l'instant. OK. Alors, petit tableau de synthèse. Donc, vous, ce qui va vous intéresser, pour toi, Christophe, ce sera l'avant-dernière ligne, et pour tous les autres, donc les clubs, ce sera la dernière ligne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que club sportif ou fédération? Vous pouvez faire tous les cadres d'intervention que j'ai nommés. Donc, je rappelle, cadre 1, animation promotion, cadre 2, initiation, cadre 3, perfectionnement, cadre 4, entraînement. Donc, vous pouvez remettre des dossiers dans ces cadres d'intervention. Ici, vous voyez la case nombre de modules séparés. Donc, je vous ai dit que dans un programme, on pouvait remettre 15 modules. Mais si vous ne voulez pas vous embêter avec un programme de 15 modules, vous pouvez faire par an, donc par année calendrier, 4 modules totalement isolés d'un programme. Donc, vous remplissez seulement 4 modules. Donc, imaginons, vous dites, oh ben moi, je sais que je ne ferai que 4 stages pendant l'été. Eh bien, vous remplissez 4 modules et vous pouvez faire ça sans remplir votre programme. Si vous organisez 4 modules de type classique, vous avez droit, entre guillemets, à un petit bonus. Vous pouvez organiser un module supplémentaire à condition qu'il soit en orientation prioritaire. Donc, je répète, orientation prioritaire, aîné, féminin, handisport, public fragilisé et ado. Donc, soit vous faites un programme qui sera compris entre 2 et 15 modules, ou là, vous pouvez le faire aller sur 2 années. Par exemple, si vous commencez, je répète, en septembre, vous pouvez le faire aller jusqu'à août l'année prochaine. Ou alors, si vous ne voulez pas faire de programme, vous pouvez remettre 4 modules totalement isolés avec un 5e si vous le faites en orientation prioritaire. Concernant la fédération, c'est uniquement un programme. Elle ne peut pas faire de module isolé. Donc, elle est obligée de faire un programme. Et donc, le nombre de modules dans les programmes, comme je l'ai dit, entre 2 et 15 modules. Voilà, des questions par rapport à ça? Il y a une question, un club qui demande si un club rentre un programme qui comporte 15 modules, peut-il aussi faire des modules séparés et donc arriver à 19 modules si on prend les 4 modules supplémentaires en compte? Non, pas du tout. Donc, si vous faites un programme, vous ne pouvez plus faire 4 modules supplémentaires et inversement aussi. Ça veut dire que sur l'année, imaginons en 2023,
oui, on est en 22. En 2022, si vous faites 4 modules, vous ne pouvez pas remplir de programme. Vous ne pouvez plus remplir de programme. Il faudra attendre le 1er janvier 2023. On ne peut pas cumuler. Voilà, ça c'est important. On ne peut pas cumuler les modules séparés et le programme. Il y a d'autres questions, Christophe? Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Un module doit comporter des modules qui sont liés. Donc, une question, je pense que le club confond module et programme, mais donc la question n'est pas très claire. Est-ce que Patricia, tu peux reformuler ta question? Donc, voilà, est-ce qu'un programme doit comporter des modules qui sont liés, ça? Ben, en fait, imaginons vous faites un programme avec 10 modules. Comme je vous l'ai dit, vous allez devoir détailler, vous allez devoir, dans votre programme, quand vous allez l'encoder sur la plateforme spécifique, vous allez devoir dire, voilà, mon programme, il va comporter 10 modules. Dans mes 10 modules, nous, l'objectif de notre club, c'est de faire du recrutement essentiellement. Donc, nous allons prévoir 2 modules de recrutement. Et puis, on veut faire, par exemple, 4 stages d'initiation et 4 stages de perfectionnement. Et vous allez donner vous allez justifier pourquoi vous faites votre programme, voilà, de cette façon-là. Et puis, ensuite, à chaque fois que vous allez créer un module, vous allez le détailler individuellement. Donc voilà, moi, après, je vais faire un module pour faire du recrutement. Je vais le faire de cette façon-là. Et vous allez voir que dans la rédaction, c'est intuitif parce que c'est des cases à remplir. Il y a des questions qui vous sont posées et vous devez remplir de cette façon-là, où on doit retrouver les objectifs bien définis de votre module. Donc, c'est comme je le dis, le programme, c'est une grosse boîte. Vous notez tout ce qui se retrouve dans cette grosse boîte. Et puis, vous avez différentes petites boîtes sur les modules et vous notez ce qui se passe dans vos modules. Voilà, donc c'est bien détaillé. Alors, une autre question, donc, par exemple, si un club rentre un programme qui comporte 15 modules, si 2 des 15 modules sont refusés, est-ce qu'ils peuvent plus tard dans l'année réintroduire 2 autres modules séparés? Alors, normalement, vous ne pouvez pas reporter un module qui a dû être annulé, vous ne pouvez pas le reporter. Ici, en période Covid, on l'a autorisé. Peut-être que je sais qu'il y a des clubs parmi vous qui ont remis des dossiers et qui ont pu reporter, par exemple, des stages qu'ils n'ont pas pu faire en été, par exemple, qui l'ont reporté à Noël. On l'a autorisé parce que c'était en période Covid. Mais normalement, si vous prévoyez un stage en juillet et que malheureusement vous n'avez pas pu le faire, vous ne pouvez pas le reporter par exemple fin août. D'accord? Une fois que la date est passée. Par contre, on sait très bien que le fait de faire un programme vous permet d'avoir une politique sur le long terme, une politique de développement sportif sur le long terme. C'est pour ça qu'on demande de faire des programmes sportifs. C'est d'avoir une vision sur, par exemple, une saison et de se dire, voilà, si vous faites un programme qui va du 1er septembre de cette année jusqu'au 31 août l'année prochaine, il va falloir déjà penser que vous allez organiser des stages, donc en 2023. Donc, imaginons, vous voulez faire un stage en juillet, la première semaine, et un stage en août, la première semaine, 2 stages. Et puis, au fur et à mesure de l'année, vous vous rendez compte qu'au mois de mai 2023 ou même juin, vous dites « Ah, mais mince, j'aurais bien voulu décaler mon stage de juillet, fin juillet. » Mais ça, c'est possible parce que 15 jours avant le début d'un module, vous avez la possibilité de faire une modification. Une modification de date, d'horaire, mais pas une modification, par exemple, du cadre d'intervention. Donc, si vous aviez prévu du perfectionnement et que la première semaine de juillet et que vous l'avez déplacé, vous voulez le déplacer la dernière semaine de juillet et que vous voulez faire de l'initiation, ça, vous ne pouvez pas. Par contre, si vous aviez prévu un stage de perfectionnement en juillet et que vous le dépassez la dernière semaine de juillet, vous pouvez le faire, vous avez jusque 15 jours avant. Une semaine avant, vous ne pouvez plus changer les horaires ni les dates. Et une fois que les dates du module sont passées, il est considéré comme annulé.
ça ne change pas grand-chose pour vous parce que de toute façon, vous n'avez pas pu organiser le module, donc vous n'aurez pas le subside. Et voilà. Alors ici, donc, toujours par rapport à cette question, si en fait 2 de ces modules étaient refusés par l'inspecteur, donc il n'y a que 13 modules du programme qui sont acceptés, est-ce qu'ils peuvent encore dans le timing de l'année introduire 2 modules séparés mais qui n'ont aucun rapport avec le programme? Non, donc pour arriver au total des 15 modules, quoi. Non, donc il faut bien, c'est pour ça que le programme de nouveau, j'insiste, c'est une politique, vraiment une politique, pardon, excusez-moi. C'est une politique, c'est vraiment une politique sur du long terme. Ça veut dire que si vous avez prévu de faire 15 modules et que vous devez en annuler 2, malheureusement, vous ne pouvez pas en rajouter 2 autres. Voilà, donc il faut vraiment prévoir. Mais comme je dis toujours, il vaut mieux en prévoir 15 et puis quitte à éventuellement en scratcher 1, 2 ou voire 3. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Parfait, merci. Cédric, il n'y a pas de questions supplémentaires pour l'instant. Oui. Alors, le slide suivant, c'est la procédure. Donc, je dois vous avouer que la procédure, nous, en tant qu'inspecteurs, malheureusement, ne nous convient pas. Et j'imagine que ne conviendra pas non plus au club parce que vous allez voir que les délais, c'est des fois assez long et il faut prévoir à l'avance. Mais quand vous voulez introduire, que ce soit un programme ou un module, vous devez introduire votre demande minimum 4 mois avant le début de l'activité. Donc, c'est-à-dire, je prends un exemple, si vous voulez introduire un module qui commencera au 1er juillet de cette année, votre programme ou votre module doit être introduit avant le 1er mars. Je ne raconte pas de bêtises, avril, mai, juin, juillet, c'est ça. Donc, vous devez introduire votre dossier de subside avant le 1er mars pour une activité qui va commencer au 1er juillet. La période, on a demandé à la ministre de la réduire de 4 à 2 mois. Malheureusement, on attend toujours la réponse. Ce n'est pas le contrôle de notre service qui prend du temps, mais ça passe aux finances. Il doit y avoir un accord, ça doit passer chez la ministre, parce qu'il faut savoir que ce type de subside, c'est un décret. Donc, on doit respecter les délais. Et il y a une signature qui doit se faire chez la ministre. Donc, cette période des 4 mois, je sais qu'elle est un peu contraignante pour les clubs. Donc, il faut vraiment bien penser, déjà maintenant, si vous voulez introduire des dossiers de subside, si c'est pour les vacances de carnaval ou de Pâques, malheureusement, c'est déjà trop tard. Donc, il faut déjà penser pour ce qui pourrait se passer en été, ou début septembre, ou éventuellement déjà en 2023. Ensuite, une fois que vous avez introduit votre demande, l'administration contrôle la recevabilité de votre dossier d'un point de vue administratif. Donc, ça prend 15 jours. Donc, vous avez introduit votre dossier. Nous, au bureau, on a 15 jours pour regarder si administrativement, c'est en ordre. Si c'est incomplet, vous avez 10 jours pour remettre les informations qui sont incomplètes. Une fois que c'est complet administrativement, nous, Centre de conseil du sport, on va analyser votre dossier sur le plan pédagogique et technique. Et une fois qu'on a fait ça, on valide le dossier et puis c'est là que ça prend le temps. La ministre notifie sa décision dans les 3 mois. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut introduire 4 mois avant le début de l'activité. Des questions? Non, pas de questions pour l'instant. Ah, il y a une question qui vient d'arriver, donc je suppose que les modules peuvent être introduits un par un avec un max de 4, mais le programme, lui, doit être rentré de façon complète en une fois. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez faire un module en juillet et que vous voulez l'introduire maintenant, il n'y a pas de problème. Puis, par exemple, dans le courant du mois de mars, vous vous dites, tiens, je veux refaire un stage en août, vous pouvez le faire aussi. Et puis, par exemple, en août, dire, tiens, on va faire un stage à Noël, vous pouvez introduire aussi. Du moment que c'est 4 modules séparés, vous pouvez les introduire pendant la période de l'année qui vous convient, toujours en respectant ce délai des 4 mois. Parfait, pas de questions supplémentaires pour l'instant. Ok.
Alors, que contient votre dossier de demande de subvention? Il y a deux aspects. Le premier, c'est l'administratif et technique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la partie administrative? C'est ce qu'on appelle chez nous la fiche tiers, c'est votre fiche d'identification de votre club. On y retrouve l'identification et coordonnées du bénéficiaire, une déclaration sur l'honneur de couverture d'une assurance en responsabilité civile et dommages corporels, donc ce sont les documents de vos assurances, mais des déclarations sur l'honneur, vous pouvez en avoir vierges et documents vierges sur notre site. Et puis une déclaration sur l'honneur que vous disposez bien d'un défibrillateur donc dans votre salle. Juste une petite question, Christophe, les statuts juridiques des clubs de hockey, c'est quoi? Ce sont tous des ASBL. Tous les clubs sont constitués en ASBL. Donc c'est le plus simple chez nous. Donc en ASBL, c'est très simple. Quand vous remplissez un dossier de subside, c'est plus simple que si par exemple vous étiez en association de fait comme des clubs peuvent l'être. Donc voilà un petit peu ce qu'on y retrouve au niveau de l'aspect administratif. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle votre fiche tiers, c'est ce qui va vous identifier. Ensuite, je passe à la deuxième slide, s'il y a des questions après. Et donc, dans la deuxième partie, on retrouve tout ce qui est sportif, pédagogique et technique, ce qu'on appelle, nous, SPT. Donc, vous devez joindre une présentation de votre programme ou de vos modules. Et dedans, on y retrouve des explications qui prouvent que vous apportez une plus-value par rapport aux fonctions habituelles. Donc, comme je vous l'ai dit, les exemples que j'ai donnés, les dates et les horaires des activités qui sont remises sur un tableau. Donc, au niveau des dates et des horaires, je sais bien que si vous faites un stage en juillet 2023, ça va être compliqué de donner, je vais dire, les horaires vraiment bien détaillés. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez apporter une modification et donner bien 15 jours avant le début de l'activité les documents nécessaires à l'activité. Il y a une identification où se trouve l'infrastructure sportive, le nombre maximum de participants, la tranche d'âge, les moyens mis en œuvre que vous allez faire pour remplir vos objectifs et les moyens mis en œuvre en termes de communication. Donc, est-ce que vous allez faire des flyers? Est-ce que ça va apparaître dans le bulletin communal, sur votre site Facebook, etc. Ensuite, vous allez bien définir l'objectif de votre activité pédagogique, donc sous forme que nous on appelle SMART, donc spécifique, donc un objectif spécifique, mesurable, qui fixe des étapes dans l'objectif, atteignable, donc qui n'est pas trop ambitieux, réaliste, avoir les moyens d'atteindre son objectif, temporellement défini, donc avec une date de début et une date de fin, et puis très important, on va y revenir après, le nombre et le niveau des moniteurs qui vont encadrer les activités pédagogiques. Et ça, vous verrez quand vous introduirez votre dossier de subside, c'est assez intuitif. À chaque fois, c'est des cases à remplir. On vous demande vraiment des questions bien précises sur l'activité de votre stage. Et c'est en voyant les questions que vous allez bien pouvoir détailler l'activité de façon, ce qu'on appelle ici SMART. Ça peut paraître un petit peu ballot comme ça, mais quand on remplit, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc voilà de quoi doit être constitué votre dossier au niveau administratif et pédagogique. Des questions? Il y a une question, enfin c'est plutôt une demande, donc un club qui demande si l'ADEPS possède des descriptifs de fonctionnement habituel d'un club. Ben, en fait, je vais dire, c'est un peu au cas par cas. C'est à vous à bien définir dans vos différents modules pourquoi cette activité va vous apporter une plus-value par rapport à vos activités habituelles. Dites-vous bien que tout ce qui sort de vos activités habituelles, c'est-à-dire vos entraînements, peut éventuellement être subventionné. Et de nouveau, votre centre de conseil du sport de votre province est là pour vous aider et à vous aider à mettre en place des programmes sportifs ou vous aider dans l'élaboration d'événements, etc. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à contacter vos centres de conseil du sport et dire, voilà, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous ou en visio? Est-ce que ce type d'activité-là que je veux organiser, si vous avez des choses bien précises à organiser, ben, vous en parlez avec votre inspecteur de votre province et va vous dire
oui, ça éventuellement, on peut l'accorder, on peut l'accepter, ou ça, on ne peut pas l'accepter. Voilà, donc c'est vraiment, ce type de subside permet de faire beaucoup de choses. Et des fois, on voit des choses qui ne sont pas courantes, que ce sont des bonnes pratiques dans des clubs qui ne se font pas habituellement. Mais dites-vous bien qu'un entraînement habituel, ça, vous ne pouvez pas le faire subventionner. Je vais juste ajouter une petite précision par rapport à ça, mais donc chaque club en fait a un fonctionnement habituel qui peut être différent d'un club à l'autre, et normalement en fait l'activité est décrite dans les statuts du club. Mais en ce qui nous concerne ici ce soir, en tout cas au niveau des clubs de hockey, nous avons dans la très grande majorité un fonctionnement habituel assez similaire, c'est-à-dire offrir des activités de hockey récréatives et compétitifs tout au long de l'année. Mais normalement, du coup, votre activité habituelle doit normalement figurer noir sur blanc dans vos statuts. Ok. Ok. Mais ça, voilà, donc c'est vraiment, n'hésitez pas à contacter les centres de conseil du sport. Je vous montrerai à la fin, vous pourrez avoir les coordonnées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Christophe? Pour l'instant, tu peux continuer. Alors, prochain slide, c'est ce qui va peut-être vous intéresser, c'est l'aspect financier. Voilà, les montants de la subvention. Donc, vous avez ici un tableau récapitulatif. Vous retrouvez dans la première colonne tous les cadres d'intervention. Donc, tout ce que vous pouvez faire, je ne reviens pas dessus, vous savez, il y a les 4 cadres d'intervention. Pour pouvoir faire un cadre d'intervention, vous devez obligatoirement avoir un moniteur bien défini par rapport au cadre d'intervention. Si je prends le cadre 1 qui est de l'animation promotion, qui peut encadrer ce type d'activité, eh bien, vous pourriez retrouver un animateur sportif. Je pense que, Christophe, il y a des animateurs sportifs en hockey. Hein. Oui, tout à fait. C'est le premier niveau de formation. Ouais. Donc, si, imaginons, vous faites une activité de recrutement ou un stage avec des U8, imaginons, vous pouvez faire encadrer votre module par un animateur sportif. À ce moment-là, le montant, il sera de 15 €. Alors, les montants que vous voyez ici dans la colonne de gauche, ils ont un petit peu évolué parce que il y a eu deux indexations sur ces montants-là depuis que j'ai réalisé ce PowerPoint. Mais bon, voilà, je vais dire c'est significatif, ce sont des virgules. Hein, donc, on ne passe pas à l'unité supérieure. Ce sont peut-être 15 €, 15 cents ou quelque chose comme ça. Mais je vais rester sur des montants fixes. Donc, si c'est un animateur qui encadre, c'est 15 €. Par contre, vous pouvez faire encadrer votre activité par un moniteur sportif initiateur ou alors anciennement niveau 1 ou anciennement initiateur. Un bachelier en éducation physique, un master en sciences de la motricité, attention, j'insiste bien, avec orientation éducation physique. Et là, à ce moment-là, c'est 20 € par heure pour une activité. Donc, imaginons, j'ai un moniteur sportif initiateur qui a organisé un stage, un module stage avec des 8, eh bien, le montant du subside, il sera, imaginons le stage dure 25 heures, 25 heures fois 20 €, ben pour votre stage, vous aurez un subside de 500 €. Voilà le type de subside que vous pourrez avoir. Dans le cadre 2, dans l'initiation, eh bien, on retrouve les mêmes encadrants, sauf qu'on ne prend plus en compte l'animateur sportif. Donc, un animateur sportif ne peut pas encadrer du cadre 2. Et là, à ce moment-là, les montants sont de 23 € par heure. Donc, je rappelle qu'un module peut être constitué de 2 à 25 heures. Et donc, vous multipliez ce tarif horaire par le nombre d'heures que constitue votre module. Dans le cadre 3, ici, on retrouve toujours les bacheliers en éducation physique et les masters en sciences de la motricité, mais le moniteur sportif initiateur est remplacé par le moniteur sportif éducateur. Donc, toujours anciennement niveau 3 ou moniteur. Et pour le sportif initiateur, moniteur sportif éducateur, pardon, excusez-moi, je m'embrouille un peu. Le moniteur sportif éducateur, c'est l'anciennement niveau 2 ou aide moniteur. Voilà. Et donc, c'est 26 € de l'heure à ce moment-là. Alors, petite précision, on part toujours du principe la personne qui a, par exemple, un moniteur sportif éducateur pourrait encadrer très bien du cadre 1 comme du cadre 2. Voilà. Donc, si on a un diplôme qui est supérieur, on peut quand même aller dans les cadres 1, mais par contre, ce sera toujours
le même montant, imaginons je suis moniteur sportif éducateur et je fais du cadre 1, je serai quand même payé à 20 € de l'heure. Et je ne serai pas payé à 26. Donc voilà, c'est le cadre d'intervention 1 qui détermine le tarif, mais pour avoir ce tarif-là, il faut remplir les conditions au niveau de qualification minimum. Et puis le cadre 4, qui malheureusement est un peu compliqué. Donc vraiment, on arrive vraiment dans le haut niveau. Donc là, on arrive sur le moniteur sportif entraîneur. Et là, je ne pense pas qu'il y en ait encore, à part les anciens diplômes de la Fédé de hockey, mais je ne pense pas que pour l'instant, il y a des moniteurs sportifs entraîneurs. Et on n'a plus le bachelier en AEC maintenant, mais bien le master en sciences de la motricité. Alors attention, avec orientation éducation physique, finalité entraînement du sportif. Donc ce sont des cursus encore différents que l'orientation éducation physique. Donc voilà, donc chaque cadre d'intervention doit être encadré minimum avec un certain diplôme. Et si vous remplissez ces conditions-là, le montant du subside, il est différent si vous êtes en cadre 1, 2, 3 ou 4. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce petit résumé. Alors, il y a une question, mais tu as déjà en partie répondu. C'était par rapport au cadre 4, à la formation de moniteur sportif entraîneur, donc qui n'existe pas encore à la LFH. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas possible d'avoir des entraîneurs pour l'instant, moniteur sportif entraîneur pour le hockey, mais par contre, vous pouvez éventuellement entrer des dossiers dans le cadre 4 qui sont encadrés par des entraîneurs sportifs qui ont la finalité entraînement du sportif et un master en sciences de la motricité. Voilà. Donc, c'est assez compliqué, je pense, pour vous, et je vais dire même pour la fédération, de remettre des cadres 4. Donc voilà, je pense que la priorité pour vous, en tant que club, c'est de faire du cadre 1, 2 ou 3. Voilà. Il y a d'autres questions? Alors, il y a deux autres questions. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs moniteurs par même module? Et donc, je suppose que la question intrinsèque, c'est aussi 2 fois le montant de la subvention. Non, donc imaginons que vous faites un module, vous avez une quarantaine de sportifs qui viennent faire du perfectionnement, une activité de perfectionnement. Si vous avez 3-4 moniteurs, nous, on va subventionner le module via son cadre d'intervention. Donc, ce sera 26 € par heure en perfectionnement, par exemple. Donc, que vous ayez 1, 2, 3, 4, voire plus de moniteurs, nous, le subside sera de 26 € par heure. Par contre, donc voilà, si vous faites le même cadre d'intervention avec la même tranche d'âge, plusieurs moniteurs, ce sera un seul module. Mais je vais prendre un exemple. Vous avez une grosse semaine pendant l'été de stage. Vous avez, par exemple, sur la même semaine, du cadre, un stage avec des tout petits, des U8. Vous avez un stage avec des U10, par exemple, et vous faites de l'initiation. Et vous avez avec des ados, par exemple, du perfectionnement avec des 14-16 ans, on va dire, par exemple. Eh bien, sur la même semaine, vous pouvez remettre 3 dossiers de subside. Mais à chaque fois, il faut que le moniteur soit différent et aussi qu'il ait son niveau de qualification minimum. Donc, vous pourriez très bien, sur la même semaine, avoir 3 stages de subventionnés. Du moment que c'est bien séparé avec un moniteur différent dans chaque module. Je vais aussi compléter, corrige-moi si je me trompe, Cédric, mais pour compléter les réponses aux questions ici, imaginons qu'un club rentre un module dans le cadre d'intervention 3, donc perfectionnement. Ce module doit donc être encadré par un moniteur sportif éducateur, mais il peut être accompagné de moniteurs sportifs initiateurs ou d'animateurs qui l'aident dans l'organisation du module, mais il doit minimum être encadré par au moins un moniteur sportif éducateur. Tout à fait. Donc, si vous avez un moniteur sportif éducateur et que vous avez, par exemple, même 3 animateurs, nous, quand on va aller en inspection de ce module, on va constater qu'il y a bien ce moniteur sportif éducateur et on va imaginer qu'il chapeaute les trois animateurs. Et donc, là, on acceptera le module. Mais par contre, si vous faites 2 modules de perfectionnement et qu'il y a un module avec un moniteur sportif éducateur et un autre module avec un animateur qui est renseigné sur un module à part, celui-là, on ne le prendra pas en compte, évidemment.
Mais sur un même module, on pourrait très bien avoir plusieurs moniteurs, mais du moment qu'il y a le moniteur avec le diplôme minimum requis. Parfait, merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Voilà, je pense qu'on a un petit peu brossé le type d'aide que vous pouvez avoir avec cette action sportive locale. Donc ici, tout est à renseigner sur la plateforme Subside. Donc une fois que vous remplissez votre fiche tiers, donc votre fiche d'identification, elle pourra notamment vous servir pour l'action sportive locale, mais aussi pour l'achat de matériel sportif. Donc, si vous voulez acheter du matériel sportif pour votre club, donc de type, je ne sais pas moi, matériel d'entraînement, tout ce qui est cône, cerceau, etc. Je pense que les bordures des terrains sont acceptées. Je pense que les tenues de gardien sont aussi acceptées. Mais vous pouvez remettre des dossiers d'achat matériel chez nous à l'ADEPS. Et donc, sur le site, vous pourrez voir une liste de matériel qui n'est pas exhaustif, qui peut être subventionné à 75% chez nous. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que une fois que vous remplissez une fiche tiers, ça peut vous servir notamment pour 2 types de subsides chez nous. Voilà. Je regarde, parce que ici, parce que je peux passer, parce que je vais peut-être directement aller sur le site. Je peux quitter. Est-ce qu'on voit quelque chose à l'écran, Christophe, ici maintenant? Oui, on voit plus tes slides et on voit que tu as cliqué sur Internet, hein, sur Google Chrome. Donc, tu arrives sur le site de l'ADEPS. Là, on a encore une page blanche. Voilà, on arrive sur le site, ouais. Voilà. Avant d'aller peut-être un peu plus loin, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Non, pour l'instant, aucune. Ok. Donc, vous pouvez aller consulter donc, le site de l'ADEPS, donc sport-adeps.be. Vous retrouvez notre site et vous avez ici sur le premier onglet, Centre de conseil du sport. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez retrouver donc un peu le type de subvention que vous pouvez avoir, que je viens de présenter, le prêt de matériel que vous pouvez bénéficier à Villers-le-Bouillet, des demandes de coupes et de médailles. Et alors, vous avez toutes les coordonnées des CCS ici. Vous voyez, donc pour Bruxelles, le Brabant Wallon, le Hainaut, Hainaut-Ouest, Namur, Liège et le Luxembourg, donc mon CCS dont je fais partie. Et donc, vous avez les numéros de téléphone et les adresses mail. Alors, pour retrouver les subsides, je pense que si je clique ici, on arrive directement. Voilà, subvention pour l'action sportive locale. Donc, en fait, c'est un raccourci parce que vous pouvez le retrouver un peu plus bas ici. Subvention ADEPS pour l'action sportive locale. Donc, je clique dessus. Et vous allez retrouver beaucoup de documents qui pourront vous être utiles. Le mode d'emploi du logiciel Subside, la petite vidéo sur les centres de conseil de sport que je vous ai montré. Vous avez les décrets et les arrêtés, les orientations prioritaires, le PowerPoint de présentation, mais que ici, moi, que j'avais remis un petit peu à Masso, donc il est un petit peu différent. Voilà, il y a vraiment tous les documents qui vont pouvoir vous aider à remettre un dossier de subside. Très intéressant, le FAQ, qui peut vous aider aussi. Et puis, imaginons, je veux introduire une demande. Je clique ici. Voilà. Et j'arrive sur le portail des subsides. Alors, 2 choses vous sont demandées. Est-ce que vous voulez introduire un programme avec des modules ou est-ce que vous voulez introduire des modules sportifs uniquement? Donc, comme je vous l'ai dit, un programme avec 15 modules maximum ou alors des modules totalement isolés, donc 4 maximum sur l'année, plus 1 si c'est en orientation prioritaire. Je vais prendre par exemple ici programme et module. Et donc ici, à partir de là, vous allez devoir créer votre identifiant. Voilà. Donc ici, je pense que si je tape sur déposer un dossier,
Voilà. Donc ici, vous allez inscrivez-vous. Si vous êtes déjà inscrit, l'identifiant et le mot de passe. Voilà. Et là, vous commencez à remplir votre fiche. Donc ici, c'est les premières choses. Nouvel utilisateur. Vous êtes ici personne morale ou personne physique. En tant qu'ASBL, si je raconte pas de bêtises, vous êtes une personne morale, je pense. Ouais. Si je raconte pas de... Donc nom, prénom, email, etc. Donc après, je ne peux pas aller plus loin, mais c'est intuitif. Donc vous remplissez les informations qui vous sont demandées au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'est pour l'action sportive locale. Imaginons, vous avez besoin d'autres subsides. Vous avez ici subvention pour l'achat de matériel. Pareil, vous avez introduire une demande, c'est la même chose. Vous allez retourner sur la page du logiciel subside. Vous avez toute la réglementation. Et ici, vous avez la liste du matériel qui est subventionné chez nous, donc à 75%. Ici, je reprends le OK. OK sur gazon, page 35. Hop, un peu trop. Voilà. Donc voilà le type de matériel que l'on peut vous subventionner. Des gaules de compétition, des gaules pour le gazon, en salle, les filets, les jeux de piquet, des cônes pour les entraînements, des sets complets pour gardiens, enfants. Donc tout ce qui est matériel d'entraînement aussi, hein, du type échelle de corde, cerceau, et petite haie, etc. Et vous voyez aussi quelques remarques sur les bordures. Ils sont limités à 2 500 € sur une période de 5 ans. Les équipements gardiens, pareil, 5 000 € sur 5 ans. Et les revêtements de type puzzle, c'est 20 000 € sur une période de 10 ans. Je me demande si je ne raconte pas de bêtises, Christophe, la structure que vous avez à la fédération, je pense qu'elle a été subventionnée, non? Possible, je ne me suis pas occupé de ça, donc je ne suis pas sûr, mais c'est bien possible, oui. Donc voilà, donc c'est un peu le type de matériel que vous pouvez bénéficier chez nous à hauteur de 75%, donc avec des prix plafonds, mais ça que je ne peux pas divulguer ici. Donc voilà. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour. Sinon, peut-être oui, autre subvention où vous pouvez retrouver par exemple, si je raconte pas de bêtises, non, ça ne va pas vous intéresser. Donc je vais reprendre dans ce centre de conseil du sport. Si vous organisez par exemple une compétition, mais en dehors de vos championnats, vous pouvez bénéficier de prix et trophées chez nous, donc des coupes et des médailles. Donc vous cliquez ici, vous avez le formulaire. Vous remplissez le formulaire, il y a la réglementation, le formulaire de demande. Hop. Voilà, et vous pouvez bénéficier de coupes et de médailles si vous le désirez. Ça peut être un tournoi que vous organisez en fin de saison ou autre. Et donc, j'insiste bien, c'est pour récompenser des lauréats à une compétition. Ce ne sont pas des coupes et des médailles, des récompenses pour tous les enfants. Imaginons vous faites un tournoi et il y a 60 enfants, on ne va pas vous donner 60 médailles. On va donner des médailles pour les premiers, deuxième, troisième, éventuellement coupe aussi premier, deuxième, troisième. Donc uniquement pour les lauréats d'une compétition. Et puis il y a aussi le centre de prêt à Villers-le-Bouillet, où là vous pouvez bénéficier aussi de matériel sportif. Voilà, si vous avez besoin de sticks pour une activité d'initiation, de balles, je ne sais pas s'ils ont des tenues de gardien, je sais bien qu'ils ont des goals. Donc ça, vous pouvez aussi bénéficier gratuitement à notre centre de prêt à Villers-le-Bouillet. Voilà, moi j'en ai terminé par rapport à cette présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là à votre disposition. Il y avait une question par rapport au listing du matériel, enfin des matériels subventionnés. Est-ce que cette liste évolue chaque année pour le hockey? Elle évolue je vais dire au cas par cas, elle n'est pas exhaustive. Ça veut dire que nous, on subventionne du matériel dit durable. Donc, ce qu'on considère comme non durable, par exemple, ce sont les balles. Ça, on considère que c'est non durable. Les sticks des joueurs, on ne les subventionne pas non plus parce qu'on ne subventionne pas le matériel personnel.
Donc, non durable, personnel, ça, on ne subventionne pas. Donc, voilà. Donc, quelquefois, on a des demandes qui ne sont pas reprises dans ce tableau-là. On analyse, on le passe en commission et on remet un avis favorable ou défavorable sur ce qui est demandé. Donc, et là, on a toujours l'inspecteur de la province qui se rend sur place dans les clubs pour justement discuter de ce matériel-là avec les clubs. Et alors, il y a une autre question par rapport au prix plafond. Donc, sur quelle base est-ce que les 75% du prix plafond sont calculés? Quels sont les critères pour évaluer le prix plafond? Ben, on va prendre par exemple une tenue de gardien. Ben, y a des services chez nous à Bruxelles. Si on n'a jamais eu ce type de demande auparavant, on va se renseigner, on va regarder un petit peu le prix moyen d'une tenue de gardien et nous, on va estimer un prix plafond. Donc, je ne connais pas les montants. Allez, imaginons, on estime que le prix moyen d'une tenue de gardien, c'est 1 000 €. Donc, notre prix plafond, il sera de 1 000 €. Ça veut dire que si un club nous remet un dossier de subside et qu'il a acheté une tenue de gardien à 1 000 €, ben nous, on va subventionner 75% des 1 000 €. Donc, on va subventionner 750 €. Si le club a une tenue de gardien à 800 €, on va subventionner la tenue de gardien à 75%, c'est-à-dire à 600 €. Si un club achète une tenue de gardien à 1 500 €, nous, on va prendre le prix plafond qui est de 1 000 €, donc on subventionnera 750 € sur la tenue de gardien. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Parfait. Et juste une autre précision par rapport à la liste de matériel. Est-ce que du matériel vidéo peut être considéré comme du matériel durable ou du matériel qui pourrait être incorporé à la liste? Alors, le matériel vidéo ne le subventionne pas, non. Ok. Ça va. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Par exemple, ce qui n'est pas repris dedans, les marquoirs, par exemple. Pour les scores. Ça, on peut subventionner, par exemple. Ok, parfait. Ben, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on peut tout doucement clôturer, Cédric. Un tout grand merci pour ta présence ce soir et pour ta présentation qui était très claire, je pense. Et, encore une question, désolé. Donc, ça, on peut terminer en beauté. Et par rapport à la tour vidéo, donc de nombreux clubs possèdent une tour vidéo pour pouvoir filmer les matchs en hauteur. Est-ce que ce type de matériel pourrait être mentionné? Non, non plus. Okay. Donc, j'insiste bien. Hein, les centres de conseil du sport sont vraiment des partenaires ancrés dans vos provinces. N'hésitez pas à les contacter. On est là pour ça. On est là pour vous aider dans les subsides. Alors oui, effectivement, quand vous faites un dossier de subside, on vient contrôler sur place, mais on a le nom, je vais dire le grade d'inspecteur, mais moi, j'aime pas trop ce terme-là parce que ça fait un peu police. Mais on est vraiment là pour vous aider. On n'est pas là pour donner des dossiers défavorables, etc. On est là pour vous aider dans la constitution de vos dossiers. On est là pour améliorer l'activité journalière de votre club. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur place dans un centre de conseil du sport ou envoyer un mail ou prendre un coup de fil. Voilà, c'est notre métier. C'est notre métier. Ouais, ils sont très disponibles pour les avoir contactés régulièrement. Ils sont très disponibles et c'est vrai qu'ils sont d'une très précieuse aide, surtout quand on commence avec un premier dossier. On a du personnel administratif spécifique qui va vous aider dans la constitution de votre dossier. On a du personnel pédagogique qui va vous aider dans la mise en place d'activités. Donc, à tout moment, il y a quelqu'un qui peut vous répondre au mieux. Et je reste aussi disponible, moi, de mon côté LFH, pour vous aider aussi dans ces dossiers-là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi aussi. Merci Cédric, merci beaucoup. Ben de rien, merci. Merci la fédération de m'avoir accueilli, fédération de hockey. C'est avec plaisir, un grand plaisir. Je vais juste faire un peu de publicité pour les prochains webinaires. Donc, le prochain webinaire sera dimanche soir, un webinaire de la Coach Academy. Et c'est Émilie Signac qui va l'animer et qui va vous présenter les différents types de coaching qu'elle a pu expérimenter dans sa carrière internationale et dans sa carrière en DH. Ensuite, le prochain webinaire de la Club Manager Academy, ce sera mardi 1er février, donc dans une semaine.
et on va vous présenter le projet Parents Fair Play, donc toutes les infos pratiques par rapport à ce nouveau projet qu'on lance au début du deuxième tour. Et alors, plus tard en février, donc le mardi 15 février, on organise en partenariat avec l'AISF un webinaire sur l'article 17, donc l'extension de l'article 17 qui prendra en compte, en fait, qui reprend l'ancien statut du trait associatif. Il y a un accord qui est sur le point d'être signé et on va vous présenter, donc, ce sera l'AISF qui vous présentera un peu les modalités pratiques de cette nouvelle mesure. Par contre, ce webinaire est déjà plein, sold out, parce qu'il y avait 20 places qui étaient réservées pour nous, le hockey, mais un prochain webinaire sera organisé le lundi 21 février. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, je vous enverrai les infos prochainement pour ce nouveau webinaire qui sera le lundi soir 21 février. Voilà, un tout grand merci, Cédric. Je te souhaite une bonne soirée et bonne soirée à tous les participants. Et on se retrouve soit dimanche, soit mardi soir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne soirée.